Je n'ai jamais oublié l'odeur de cette soirée, un mélange de parfums sucrés, de champagne tiède et de mensonges. Ils riaient tous, mes parents, leurs amis, même quelques collègues de bureau que je ne connaissais pas. Et au milieu d'eux, ma sœur Julie, resplendissante dans une robe ivoire, levait son verre pour porter un toast. À ses fiançailles. Avec lui, mon ex-fiancé. L'homme avec qui je devais moi-même me marier. Il y a à peine 6 mois. Je m'appelle Élise Martin, j'ai 29 ans, et ce soir-là, dans le jardin illuminé de notre maison familiale à Versailles, j'ai compris que ma famille venait de m'effacer. Julie riait fort, son rire traversait les conversations comme un couteau dans la soie. Ma mère me fixait, cherchant sur mon visage la moindre larme, la moindre faille. Mon père, lui, évitait soigneusement mon regard. Personne ne disait rien. Personne ne s'excusait. La coupe que je tenais tremblait légèrement, le liquide doré frémissait à la lumière des guirlandes. J'ai senti la chaleur me quitter, remplacée par un calme glacé. J'avais été trahi par ceux que j'aimais le plus, publiquement, comme une scène parfaitement répétée. Mais sous ma robe bleu nuit, dans la doublure intérieure de mon sac, dormait une enveloppe brune. Une reconnaissance de dette, datée du 12 juin, signée de sa main à lui, et un plan soigneusement calculé depuis des semaines. Il pensait m'avoir humilié. Il n'avait aucune idée que tout venait à peine de commencer. J'ai grandi dans une maison où tout semblait parfait. Une façade, bien entretenue, comme les rosiers de ma mère taillés avec obsession. Mais derrière les murs clairs de notre pavillon à Versailles, il y avait une hiérarchie silencieuse. Julie, l'aînée, la princesse, la fierté de mes parents. Et moi, Élise, la fille sérieuse. Celle qu'on félicite pour ses notes, mais qu'on oublie quand on ouvre le champagne. D'aussi loin que je me souvienne, tout tournait autour d'elle. Julie obtenait tout sans effort, la plus grande chambre, le scotter à 18 ans, le voyage à Rome pour fêter son bac. Moi, j'ai eu un dictionnaire. J'en ris maintenant, mais à l'époque, ça me brûlait. À 20 ans, j'ai quitté la maison pour mes études de droit à Nanterre. Je rêvais de devenir juriste en droit immobilier. Je travaillais les soirs dans une librairie du boulevard Voltaire pour payer mon studio et mes frais d'inscription, 2150 € l'année. C'était ma manière à moi d'exister, loin d'eux. Julie, elle, venait d'entrer dans une école de communication privée, payée par mes parents. C'est normal, elle a plus de charme. M'avait lancé ma mère un jour. C'est à cette époque que j'ai rencontré Thomas. Il était client régulier, un sourire discret, des mains toujours pleines de livres de droit fiscal. Il venait de terminer son stage chez un notaire à Boulogne. On parlait souvent entre deux rayons, jusqu'à ce qu'il m'invite à un café. Je me souviens encore de cette première phrase « Tu sembles tout faire toute seule ». Ça m'impressionne. Et pour la première fois, quelqu'un me voyait. Nos vies se sont tissées vite. En 2 ans, nous vivions ensemble dans un petit 2 pièces à Clamart, loyer 890 € par mois, partagé équitablement. Il m'aidait à réviser mes dossiers, je corrigeais ses lettres de motivation. J'y croyais. Il disait vouloir un avenir solide. Comme moi. Quand il a rencontré ma famille, j'ai vu leur regard changer. Julie le trouvait charmant. Mon père disait qu'il avait de la prestance. Ma mère, elle, le complimentait à chaque dîner. J'étais fière, naïve. Je pensais qu'ils étaient heureux pour moi. Mais très vite, les invitations à dîner sont devenues étranges. On ne m'appelait plus pour fixer les dates, mais lui. Ma sœur s'arrangeait pour passer par hasard. J'ai commencé à sentir ce vieux froid revenir, celui de mon enfance. Quand je regardais Julie obtenir sans effort ce que je devais mériter. Puis, un soir de mars, en rangeant les papiers pour notre futur mariage civil prévu le 14 septembre, j'ai remarqué un message sur son téléphone. Merci pour la robe, elle est parfaite. Julie. Mon sang s'est glacé. Je me suis demandé, quelle robe? La mienne? Non, celle qu'elle portait ce soir-là. Je n'ai rien dit. Pas ce soir-là. J'ai simplement imprimé, le lendemain, un double de la reconnaissance de dette qu'il m'avait signée quand j'avais payé 3200 € d'avance au traiteur pour nos fiançailles. Je l'ai glissé dans une pochette, au nom de Plan B. À partir de ce jour, je n'étais plus la sœur silencieuse. J'étais une femme qui préparait une riposte. Les semaines qui ont suivi ont eu la couleur du mensonge, pâle, presque transparente, mais présente à chaque coin de ma vie. Julie et Thomas passaient beaucoup de temps à parler du mariage. Soi-disant pour m'aider. Ma mère me répétait sans cesse, tu sais, ta sœur a de l'expérience, laisse-la t'organiser un peu. J'avais envie de rire. Quelle expérience? Celle de voler ce qui ne lui appartient pas. J'ai commencé à observer, à noter les détails. Chaque appel de Thomas, chaque sortie soi-disant de travail. Le 3 avril à 22h17, son téléphone s'est allumé sur ma table de chevet, je pense à toi. J. Pas besoin d'être juriste pour comprendre que la trahison n'a pas besoin de preuves officielles, elle se lit entre les lignes, dans les silences. Au travail, je restais concentrée. Mon stage au cabinet Durand et Fils, à Boulogne, m'offrait un refuge.
Je traitais des dossiers de copropriété, de créances et de reconnaissance de dettes. Ce monde froid et rationnel m'apaisait. Un jour, en classant un dossier d'actes notariés, j'ai lu une phrase que je n'oublierai jamais: le droit, c'est ce qui reste quand l'amour s'effondre. Je l'ai noté dans mon carnet. Je savais que j'en aurais besoin. À la maison, Thomas faisait semblant. Les gestes tendres, les baisers, tout sonnait faux. Mais je jouais le jeu. Je voulais qu'il croie que j'étais encore aveugle. Pendant ce temps, j'ouvrais un compte personnel à mon nom, à la banque postale, et j'y versais 400 € par mois de mes économies. J'ai aussi demandé à un collègue notaire de m'expliquer la procédure exacte pour faire valoir une créance de fiancé lésée, en cas de rupture ou d'abus financiers. Chaque soir, je regardais le plafond et je me répétais: pas encore, pas maintenant. Puis, un vendredi d'été, tout a basculé. Ma mère m'a appelé à 19h42, la voix étranglée entre la joie et la culpabilité: Élise, ne viens pas demain. C'est compliqué. Quoi donc? Un silence. Puis cette phrase que je n'oublierai jamais: Julie et Thomas se fiancent. J'ai senti mes doigts se raidir autour du téléphone. Mon cœur battait lentement, comme s'il voulait me laisser le temps d'enregistrer chaque mot. Le lendemain, j'y suis allée quand même. En robe bleue nuit, sans un mot. Et ce que j'ai vu ce soir-là, c'est ce que tu sais déjà: la fête, les rires, la trahison publique. Mais personne ne savait que, dès ce jour, j'avais déclenché ma propre procédure. Une lettre recommandée, datée du 18 juillet, adressée à Maître Leclerc, notaire à Sèvres, contenait tous les documents nécessaires pour ouvrir un dossier de reconnaissance de dettes impayées. Et dans l'ombre, je commençais à préparer la chute de Julie lentement, légalement, méthodiquement. Les jours qui ont suivi la soirée ont pris la forme d'un duel à distance, fait de petites attaques invisibles et de ripostes silencieuses. J'ai commencé par rassembler chaque élément qui pouvait prouver ce que je pressentais. Les preuves ne sont jamais seulement des coudes, points émotionnels. Elles sont des papiers, des dates, des montants. Elles sont froides et implacables. La première chose que j'ai faite a été d'archiver tous les échanges. J'ai copié les SMS que je trouvais sur son téléphone, pris des captures d'écran des conversations et exporté les mails. Le 3 avril à 22h17, il y avait ce message: je pense à toi, J. Le 14 mai à 8h03, un mail de réservation pour une robe envoyée à Julie. Martin email. Comme à 9h14 avec la mention essayage validé, merci Thomas. J'ai sauvegardé la facture du traiteur à 3200 €, la confirmation du photographe datée du 11 juin à 18h12, tout était là, dans l'ordre. Ces chiffres me donnaient un axe de vérité. Ensuite, j'ai commencé à consulter. Pas des confidences de couloir, mais des conseils précis. J'ai pris rendez-vous avec Maître Leclerc, le notaire que je connaissais depuis mes stages, et avec Maître Besson, une avocate spécialisée en droit de la famille que l'on m'avait recommandée au cabinet. Maître Leclerc m'a expliqué, le 23 juillet, la différence entre une reconnaissance de dette et une créance exigible, et m'a dit sobre que si la reconnaissance est signée, la créancière a des droits. Maître Besson, elle, a pris mon dossier en main et m'a demandé des preuves de versement, des relevés bancaires et des témoins. Elle m'a conseillé d'envoyer une mise en demeure si les sommes n'étaient pas remboursées. Pendant ce temps, la famille continuait son théâtre. Les messages de ma mère ont changé de ton, devenant à la fois cajolards et froids. Le 2 août à 10h05, elle m'a écrit: ma chérie, je sais que tu es blessée, mais c'est mieux pour tout le monde si on garde la paix. Le même jour à 10h07, j'ai reçu un message du groupe familial WhatsApp: photo de la maison, emoji cœur programmé par Julie. J'ai noté l'heure. Les micro-détails me servaient. Je n'ai pas cédé à la colère spectaculaire. Je ne voulais pas d'un scandale public qui me ferait passer pour la folle de l'histoire. Au contraire, j'ai élaboré un plan méthodique. J'ai d'abord envoyé un courrier recommandé le 18 juillet, AR, à Maître Leclerc, contenant la copie signée de la reconnaissance de dette du 12 juin, la facture du traiteur 3200 € et un relevé des virements que j'avais effectués sur le compte commun pour l'organisation de nos fiançailles. J'ai demandé un rendez-vous notarié pour régularisation et constat. Et dans la foulée, j'ai notifié Thomas par SMS le 19 juillet à 21h33, je propose que l'on clarifie ce qui a été payé et signé. On parle demain? Le message sonnait neutre. Il n'a pas répondu. Les représailles familiales ont suivi une autre forme, la minimisation. On m'appelait trop susceptible, dramatique, trop ambitieuse. Ma tante me disait au téléphone le 25 juillet: tu devrais être heureuse pour ta sœur. J'ai noté chaque appel, chaque minute de chaque conversation. Ces mots étaient des tentatives d'isolement. Ils tentaient d'affaiblir ma position sociale pour que mon argument légal paraisse déraisonnable. Je me suis souvenu d'un mot entendu au cabinet: le droit aime la logique, pas l'émotion. Alors j'ai remplacé mes pleurs par des preuves. Un élément a changé la dynamique, un mail interne de Thomas, envoyé le 4 août à 16h45 à une adresse professionnelle liée au photographe.
dans lequel il confirmait un paiement partiel de 1 600 € au titre du traiteur, avec la mention à compte versé par Élise. Ce mail, qui n'était pas destiné à mes yeux, arrivait comme une pierre tombale. J'en ai fait une copie certifiée et je l'ai jointe au dossier chez Maître Besson. C'était une confirmation objective que les sommes avaient été engagées au nom de notre projet commun, et pas seulement dans la sphère privée. Le conflit a pris aussi la forme de petites provocations publiques. Lors d'un déjeuner de famille le 9 août à 13h02, Julie a évoqué l'énergie créative nécessaire à l'organisation et a remis ouvertement en question ma compétence à gérer les choses. Un oncle a lancé « Elle est trop stricte, Élise, c'est pour ça qu'elle ne sait pas s'amuser ». Je sentais les regards converger. C'était exactement ce qu'il voulait, me marginaliser psychologiquement avant toute décision juridique. Mais moi, je continuais à documenter. J'ai récupéré la facture du traiteur payée par virement le 15 juin, référence bancaire affichée, FR 76 3060 011. J'ai demandé à la banque un relevé officiel datant du 16 juin et j'ai obtenu un document horodaté. Ces papiers ont une force que personne ne peut contester. Parallèlement, je multipliais les témoignages. Le photographe, contacté le 11 août, a confirmé par mail le 12 août à 9h21 qu'il avait été payé pour une prestation initialement prévue pour nous, et qu'il avait des échanges antérieurs avec Thomas. 2 amis proches, présents aux préparatifs, ont accepté d'écrire des dépositions écrites sur les promesses faites et sur les avances que j'avais couvertes. Tout cela formait un réseau de preuves enchevêtrées. Maître Besson m'a enfin fixé une première stratégie. Saisir le notaire pour constatation et envisager une action en responsabilité civile contractuelle si les sommes n'étaient pas restituées. Elle a fixé un terme, envoyé une mise en demeure sous 8 jours, faute de quoi une procédure serait engagée. Le 26 août à 18h, elle m'a demandé si je voulais que la mise en demeure mentionne une demande de soult et une demande d'indemnisation pour préjudice moral, basée sur l'humiliation publique. J'ai accepté. Nous avons fixé un rendez-vous chez le notaire, pour le 3 septembre à 14h afin de constater l'état des paiements et de solliciter un acte si nécessaire. Ce rendez-vous était ma première vraie attaque publique. Il transformait un conflit intime en question juridique officielle. Mais je savais aussi que déclencher la procédure ouvrirait la porte à une escalade, la famille pourrait riposter, publier, manipuler, faire pression sur des témoins. J'ai respiré profondément en regardant la confirmation du rendez-vous sur mon écran. Le moment décisif approchait. Le 3 septembre, le ciel était d'un gris pâle, presque vide. Ce genre de gris qui n'annonce pas la pluie, mais un silence. J'ai marché jusqu'à l'étude notariale Leclerc, mes dossiers sous le bras, soigneusement classés, reconnaissance de dette, facture, copie certifiée, capture d'écran. J'avais dormi à peine 3 heures. Mon cœur battait calmement, pas de peur, mais de concentration. Dans la salle d'attente, j'ai aperçu Thomas. Costume beige, regard fuyant. Il n'avait pas changé. Toujours ce mélange de charme et de lâcheté. Julie n'était pas là, évidemment. Elle savait que le notaire ne juge pas les émotions, seulement les preuves. « Bonjour, Élise », m'a-t-il dit doucement. J'ai répondu sans lever les yeux, on n'est plus obligé de se tutoyer, tu sais. Maître Leclerc nous a reçus dans son bureau feutré, décoré de boiseries et de dossiers alignés. L'odeur du papier ancien m'a frappé. Il a ouvert le dossier, vérifié les pièces. Puis a dit d'une voix neutre « J'ai bien la reconnaissance de dette du 12 juin, signée et datée. » ainsi que les preuves de paiement effectuées par Mademoiselle Martin pour des prestations de traiteur, photographe et décorateur. Ces paiements n'ont pas été remboursés à ce jour. Thomas a tenté un sourire. C'était des dépenses communes. Nous étions fiancés, c'est compliqué à séparer. Maître Leclerc a refermé son stylo. Le droit ne considère pas les sentiments, monsieur. Seulement les obligations. Ce fut le début de l'effondrement silencieux. J'ai observé son visage, blême. Il avait cru que tout resterait dans l'ombre, entre nous, qu'il suffirait de me marginaliser pour effacer les faits. Mais là, il comprenait que j'étais allé plus loin qu'une vengeance émotionnelle. J'avais transformé son mensonge en acte juridique. Après le rendez-vous, les messages ont commencé. Le 4 septembre à 22h41, Julie m'a écrit, décontente. « Tu veux ruiner nos vies ». J'ai lu le message 3 fois puis je l'ai enregistré dans le dossier preuve pression. Le 5 septembre à 10h12, ma mère m'a appelé « Élise, arrête avec tout ça, tu nous fais honte ». Je suis restée silencieuse. « Tu vas tout perdre ?»« Non, maman. Cette fois, je reprends ce qui m'appartient. » Les jours suivants, le chantage émotionnel s'est transformé en dénigrement public. Julie a raconté à nos proches que j'étais obsédée par l'argent. Ma tante a écrit sur Facebook « Il y a des gens qui détruisent leur famille pour quelques billets. » J'ai tout archivé. Preuves de diffamation, capture d'écran, messages groupés. Mon dossier s'épaississait. Le 9 septembre, j'ai reçu une lettre recommandée de leur avocat, Maître Arnaud Lefebvre.
exigeant que je cesse toute action diffamatoire envers les parties concernées sous peine de poursuite. Je l'ai immédiatement transféré à Maître Besson, qui a souri. Parfait. C'est une réaction de panique. Ça prouve qu'ils savent qu'ils sont en tort. Elle a rédigé une réponse officielle, datée du 11 septembre. Rappelant la validité de la reconnaissance de dette et l'intention de déposer une plainte pour abus de confiance et préjudice moral si le remboursement n'était pas effectué sous 15 jours. Chaque mot était mesuré, chaque délai calculé. Pendant ce temps, Julie préparait son mariage. Le 20 septembre, des photos de ses essayages ont circulé, elle posait, éclatante, dans une robe ivoire la même coupe que celle que j'avais choisie, quelques mois plus tôt. Sous la photo, une légende quand on trouve enfin l'amour qu'on mérite. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai tapé lentement un courrier objet marquise en demeure de remboursement avant poursuite. Madame, Monsieur, conformément à la reconnaissance de dette signée le 12 juin, je vous informe que, faute de remboursement sous un délai de 7 jours, une action judiciaire sera engagée. Élise Martin. J'ai imprimé la lettre, l'ai pliée avec soin et glissée dans une enveloppe blanche. J'ai noté l'adresse à la main, sans trembler. Ce geste simple, écrire son nom à côté du mien, était plus puissant que n'importe quelle vengeance criée. Le 24 septembre, le courrier a été réceptionné. J'ai la preuve, tamponnée, enregistrée dans mon dossier. Le 26 septembre, silence. Pas de virement, pas de message. Mais le 28 septembre, à 18h57, un mail m'est parvenu. Élise, peux-tu venir au repas de famille dimanche? On doit parler. C'est important. Signé, papa. Je savais que le piège se refermait. Mais cette fois, j'allais être celle qui le refermerait. Le dimanche 1er octobre, le ciel était clair, presque trop beau pour un jour de règlement de compte. J'ai pris la route vers la maison familiale, à Versailles, le même jardin où j'avais vu ma sœur lever son verre à ma place. Les arbres commençaient à jaunir. Je me suis surprise à penser que l'automne, c'était la saison parfaite pour les vérités. Tout tombe, tout se voit. Quand je suis arrivée, tout était en place, comme une mise en scène. Ma mère avait préparé la table, les serviettes pliées avec soin, les assiettes en porcelaine sorties pour les grandes occasions. Julie était là, assise à côté de Thomas, radieuse, comme si rien n'avait jamais existé. Mon père, lui, tenait son rôle de patriarche silencieux. « Élise, assieds-toi » a dit ma mère. « On va parler calmement. » Calmement. Ce mot-là, dans leur bouche, voulait dire « tu vas écouter et te taire ». J'ai posé mon sac sur la chaise et je me suis assise. Devant moi, 3 visages pleins de certitude. Je pouvais presque entendre leurs pensées, elle va s'excuser, elle va abandonner. Julie a pris la parole la première. Je crois qu'il faut qu'on arrête ce cirque, Élise. Tu ne peux pas détruire la famille pour quelques milliers d'euros. J'ai levé les yeux vers elle. Quelques milliers? Tu veux dire les 3200 € du traiteur, les 1600 € que j'ai transférés, et la robe de mariée que j'avais commandée, que tu portes maintenant? Oui, tu as raison, c'est peu de choses. Pour toi. Un silence. Mon père a toussé. On ne va pas laver notre linge sale devant tout le monde, a-t-il dit. Ce n'est pas sale, papa. C'est légal. J'ai sorti de mon sac une enveloppe épaisse et l'ai déposée sur la table. Voilà le constat notarié établi par Maître Leclerc. La reconnaissance de dette, les factures, les virements, les relevés. Tout y est. Julie a pâli. Tu plaisantes? Tu as fait un acte notarié? Oui. Et si le remboursement n'est pas effectué dans les septembre jours? Maître Besson déposera une plainte pour abus de confiance et préjudice moral. Thomas a pris la parole. La voix tremblante, tu ne peux pas faire ça. On était ensemble, Élise. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Justement, tu aurais dû te souvenir de ce que ça veut dire. Le ton est monté. Ma mère s'est levée, furieuse. Tu n'as pas honte? Devant ta sœur, ton père, ton fiancé. Son fiancé? Non, maman. Il n'est plus rien pour moi. Et bientôt, il ne sera plus rien du tout pour vous non plus. Elle s'est avancée, le visage rouge. Tu veux nous ruiner? Non. Je veux juste que justice soit faite. Et puis, sans prévenir, mon père a frappé du poing sur la table. Assez. Tu ne gagneras rien avec ça. On va te couper les ponts, Élise. Je me suis levée lentement. Vous m'avez déjà coupé, il y a longtemps. Je ne fais que signer les papiers. Je suis partie sans un mot de plus. Le vent du soir m'a giflé en sortant, mais il m'a semblé doux. Sur mon téléphone, un message est arrivé à 19h03 de Maître Besson, la partie adverse a été notifiée. Nous préparons le dépôt officiel. Confirmation demain matin. Je me suis arrêtée sur le trottoir, le cœur calme. Demain, ils allaient comprendre que ma vengeance n'était pas une colère. C'était une procédure. Le lendemain matin, le 2 octobre, j'étais assise dans le bureau de Maître Besson, à Boulogne-Billancourt. La lumière du matin traversait les stores, découpant des lignes nettes sur les dossiers étalés devant moi.
J'avais la sensation étrange d'être à la fois spectatrice et actrice d'un film dont j'avais écrit le scénario. Sur la table, le dossier portait mon nom, Élise Martins, Julie Martin et Thomas Renaud, abus de confiance et non-remboursement de dette. Le ton calme et neutre de mon avocate tranchait avec la tension que j'avais dans les épaules. Nous allons déposer le dossier complet aujourd'hui, dit-elle. Je vais joindre le constat notarié, les preuves de paiement, les captures, les messages de pression. Vous serez convoqué uniquement si le juge souhaite entendre votre version. J'ai hoché la tête. Et, s'il rembourse, alors nous pouvons clore l'affaire à l'amiable. Mais je doute qu'il le fasse avant de recevoir la citation. Je suis sorti du cabinet à 10h45, respirant enfin à plein poumon. Le soleil éclairait la façade de verre, et pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus peur. À 13h07, un message vocal de Julie: Élise, écoute-moi. On peut encore arranger les choses. Ne va pas plus loin, je t'en supplie. Sa voix tremblait, mais derrière la peur, j'entendais la colère. Je n'ai pas répondu. Je savais que c'était toujours la même mécanique, la victime devient coupable dès qu'elle se défend. Le 5 octobre, j'ai reçu un mail officiel de Maître Besson, dossier déposé au tribunal judiciaire de Nanterre. Procédure enregistrée sous le numéro 2023 J1145. En bas du mail, un simple mot: courage. 3 jours plus tard, la famille a explosé. Mon père m'a appelé à 7h30 du matin, furieux: tu viens de détruire ta sœur. Le notaire l'a convoqué, le banquier a gelé son compte le temps de vérification. J'ai gardé ma voix posée: ce n'est pas moi, papa. C'est la loi. Les insultes ont suivi. On m'a traité d'ingrate, de manipulatrice, de jalouse. Sur les réseaux, Julie a publié une photo d'elle en robe blanche, légendée: l'amour triomphe toujours, même face à la haine. Je n'ai rien commenté. Mais le lendemain, un article local a relayé l'affaire sous le titre: Une procédure de créance secoue une famille de Versailles. C'était froid. Ou, parfait. À partir de là, tout s'est accéléré. Le 12 octobre, l'audience préliminaire a eu lieu. Je suis entrée dans la petite salle aux murs beige, tenue simple, cheveux attachés. Julie n'a pas pu me regarder. Thomas était pâle, son avocat murmurait à son oreille. Le juge a énoncé calmement: les éléments produits par la partie demanderesse sont complets. Le remboursement est exigible sous 15 jours à compter d'aujourd'hui, faute de quoi la procédure sera poursuivie au civil. J'ai entendu le mot exigible comme une délivrance. Tout était dit. En sortant, je n'ai pas cherché leur regard. Mais sur le perron, Julie m'a rattrapé. Tu crois que t'as gagné. Tu n'auras jamais ce qu'on a, toi et moi, c'est différent. Je l'ai regardé longtemps avant de répondre: non, Julie. Ce qui nous différencie, c'est que moi, j'ai appris à payer le prix de mes choix. Elle a détourné les yeux. Et pour la première fois, j'ai vu la peur chez elle, pas celle de perdre un homme, mais celle de perdre le contrôle. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai reçu un mail. Expéditeur Thomas Renaud. Objet: proposition de remboursement partiel arrangement. Il proposait 2500 € pour clore le dossier à l'amiable. J'ai transféré le message à Maître Besson avec un mot simple: je refuse. Le 20 octobre. La décision du juge est tombée: remboursement total de 4800 €. Plus 1200 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Je suis resté longtemps devant la fenêtre, à regarder la pluie tomber sur les toits. Ce n'était pas la somme qui comptait, c'était la reconnaissance. Et tandis que le tonnerre grondait au loin, j'ai pensé à cette phrase que j'avais notée des mois plus tôt: le droit. C'est ce qui reste quand l'amour s'effondre. Sauf que cette fois, il ne restait plus seulement le droit. Il restait moi. Le virement est arrivé un mardi matin, le 24 octobre à 9h16. J'étais au bureau, en train de classer des dossiers. Quand j'ai vu la notification sur mon téléphone: 6000 € remboursement et indemnisation. Pendant quelques secondes, je suis resté immobile. J'ai posé le téléphone sur la table, j'ai fermé les yeux, et j'ai respiré. Pas de joie exagérée, pas de triomphe, juste un calme profond, celui qu'on ressent après une tempête trop longue. À la pause déjeuner, je suis sorti marcher. Le vent portait cette odeur de feuilles humides et de café. Typique d'octobre à Paris. J'avais enfin la sensation d'exister à nouveau. De ne plus être l'ombre de ma sœur, ni la victime d'un scénario que je n'avais pas choisi. Ce soir-là, j'ai rangé les copies de la procédure, les preuves, les lettres. Tout était dans une grande enveloppe Kraft que j'ai glissée dans un tiroir. Je ne voulais plus que cette histoire me définisse. Mais le passé, lui, n'aime pas qu'on le range si facilement. 2 jours plus tard, ma mère a débarqué sans prévenir. Elle portait un manteau beige, les traits tirés. Élise, il faut qu'on parle. Ce n'est pas nécessaire, maman. Elle a posé son sac et s'est assise sans être invitée. Tu crois que tu as gagné, mais tu as brisé ta sœur. Elle ne dort plus, elle pleure tout le temps. Elle récolte juste ce qu'elle a semé. Tu es devenue froide. Non, je suis devenue lucide. Un long silence. Puis elle a sorti une enveloppe blanche de son sac. Ton père voulait que je te donne ça.
À l'intérieur, un chèque de 2000 € signé de lui, avec un mot pour clore les blessures. J'ai reposé l'enveloppe sur la table. Ce n'est pas l'argent que je voulais, maman. C'était le respect. Elle n'a rien répondu. Elle a simplement hoché la tête, les yeux brillants, avant de partir. Ce soir-là, j'ai relu les anciens messages de Julie. Les cœurs, les je t'aime, les confidences d'avant la trahison. Tout cela me semblait venir d'une autre vie. À 23h02, une notification, un nouveau message de ma sœur. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne te demande pas pardon. Mais j'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai fait ça. Je n'ai pas répondu. Je savais que toute réponse relancerait une guerre que je venais à peine de terminer. J'ai simplement verrouillé l'écran et j'ai regardé la ville endormie depuis ma fenêtre. C'était ma première nuit sans colère. Ma première nuit de paix. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. Je suis retourné voir Maître Besson pour signer la clôture du dossier et récupérer le chèque officiel de restitution. Vous êtes l'une des rares clientes à ne pas demander vengeance jusqu'au bout, m'a-t-elle dit. J'ai eu ce que je voulais, ai-je répondu. Pas qu'il souffre, qu'il sache. En sortant du cabinet, j'ai croisé Thomas, par hasard. Il sortait d'une boulangerie, un croissant à la main, l'air fatigué. Il m'a vu, il a hésité, puis il a murmuré « Tu avais raison ». Je n'ai rien dit, parce qu'à cet instant, je n'avais plus rien à prouver à personne. Mais une part de moi savait que la boucle n'était pas totalement refermée. Quelque chose en moi voulait comprendre jusqu'où le mensonge avait vraiment commencé. Les semaines suivantes ont eu le goût d'un vide nouveau, pas celui du manque, mais celui de l'espace retrouvé. Je m'étais habitué au silence de la guerre, et soudain, plus rien ne sonnait. Pas un message, pas un appel. Juste cette paix un peu étrange, qui flotte quand tout s'est enfin arrêté. J'ai repris mon travail à temps plein au cabinet Durand et Fils. J'avais demandé à être transféré sur des dossiers de succession et de copropriété. Peut-être parce qu'au fond, je voulais comprendre ce qui pousse les familles à s'entretuer pour un mur, un héritage, un nom. Les chiffres, les clauses, les signatures. Tout cela me paraissait moins douloureux que les émotions humaines. Un jour de novembre, j'ai reçu une convocation à la banque postale, ma demande de crédit pour un petit appartement à Sèvres venait d'être acceptée. Un 2 pièces, rien de spectaculaire, mais à moi. Le 15 décembre, j'ai signé l'acte de vente, acte authentique numéro 2023 à 587, montant total 196 000 €, apport personnel 42 000 €. En sortant du bureau du notaire, j'ai levé les yeux vers le ciel gris, et pour la première fois depuis des années, j'ai souri sans trembler. Je m'étais juré de ne jamais retourner dans la maison familiale. Mais la vie a toujours une manière ironique de nous tester. À Noël, ma tante m'a appelé. Ce serait bien que tu viennes, juste 1 heure. Pour ton père. J'ai hésité. Puis j'y suis allée. Quand je suis entrée, le salon semblait plus petit, moins grandiose. Peut-être parce que j'avais grandi, ou parce qu'ils avaient rétréci sous le poids de leur choix. Julie était là, assise à table, les traits tirés. Thomas, abs. Mon père, silencieux. Ma mère m'a salué du bout des lèvres. Personne ne parlait vraiment. On s'est contenté de partager un repas fade, mécanique. Mais à la fin, alors que je me levais pour partir, Julie a glissé quelque chose dans ma main, une clé. C'est ton double. Je n'en aurais plus besoin. Je l'ai regardé sans comprendre. Pourquoi me l'a donné? Parce que c'était aussi chez toi, autrefois. Je n'ai pas su quoi répondre. Sur le chemin du retour, la clé brûlait dans ma paume. Ce n'était pas un symbole de pardon, juste un reste du passé, inutile mais lourd de mémoire. Arrivé chez moi, j'ai déposé la clé sur une étagère, à côté de mes documents notariés. Et j'ai compris quelque chose, je n'avais pas seulement récupéré mon argent. J'avais repris mon espace, mon droit d'exister sans permission. Quelques jours plus tard, le 31 décembre, je me suis assise seule sur mon balcon. La ville brillait de feux d'artifice. Minuit a sonné, et je me suis versé une coupe de champagne. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Celle qui me fixait n'était plus la fille effacée d'autrefois. Elle avait traversé l'humiliation, le mensonge, le silence et elle était encore debout. Mon téléphone a vibré. Un message de Julie. Bonne année, Élise. Où que tu sois, j'espère que tu es heureuse. Je l'ai lu, puis je l'ai effacé. Pas par rancune, mais parce que je n'en avais plus besoin. J'étais enfin sortie de leur histoire. Mais au fond de moi, je savais qu'il fallait raconter tout cela. Pas pour la vengeance. Pour la vérité. Je ne sais pas exactement quand la douleur s'est transformée en force. Peut-être le jour où j'ai signé l'acte de vente de mon appartement. Peut-être ce matin-là, quand j'ai compris que je pouvais vivre sans avoir à prouver ma valeur à quiconque. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais une paix silencieuse, celle qu'on gagne quand on cesse enfin de tendre la main à ceux qui ne la prendront jamais. Aujourd'hui, quand je pense à ma sœur, je ne ressens plus de haine. Juste une distance froide, comme un livre qu'on a fini de lire et qu'on repose. Je sais qu'elle a perdu bien plus que moi la confiance, l'image, le regard tranquille du matin. Moi, j'ai tout reconstruit, pièce par pièce.
avec mes failles et ma lucidité. Je travaille toujours au cabinet. Mais j'ai aussi commencé à conseiller des femmes dans des situations semblables à la mienne, celles qu'on fait taire, qu'on humilie, qu'on efface. Je leur dis toujours la même chose, la dignité n'est pas une faveur, c'est un droit. Un soir, en rentrant, j'ai rouvert la boîte où j'avais gardé la reconnaissance de dette. Le papier était jauni, les signatures un peu effacées. Je l'ai relu une dernière fois, puis je l'ai glissé dans une enveloppe et je l'ai brûlé sur mon balcon. Les cendres se sont envolées lentement, portées par le vent d'hiver. Je n'avais plus besoin de ce document. La justice avait déjà été rendue. Je suis resté là longtemps, à regarder la ville s'endormir. Et j'ai murmuré pour moi-même, dans un souffle calme, ils m'ont volé mon amour. J'ai repris ma liberté, parce qu'au fond, ce n'était pas une histoire de vengeance. C'était une histoire de renaissance.